Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous. Il est 18h01 et c'est un des grands avantages du distanciel, peut-être un des rares avantages du distanciel sur le monde réel, c'est qu'on arrive à commencer nos conférences à l'heure. Et ça, c'est assez merveilleux. Je sais que la ponctualité est une valeur importante pour l'EPID. Alors, vous toutes, vous tous qui nous regardez, vous vous dites qu'ils sont en studio et ils n'ont pas de masque. Mais sachez que la caméra écrase un tout petit peu et que nous sommes à plus d'1,50 m les uns des autres. Et qu'en plus, la porte du fond est ouverte, puisque parmi les gestes barrières que nous vous ressassons sans cesse et pour cause, il y a aussi le fait d'aérer les pièces. Donc rassurez-vous, cette conférence a bien lieu dans le respect des normes sanitaires. Au fond, cette année, on ne va pas se mentir, l'ambiance est assez lourde et pesante en ce qui concerne le front social, notamment pour les jeunes comme ceux qui sont avec moi ce soir. Et ce soir, en fait, on ne va pas essayer de vous apporter un vent d'optimisme par les promesses, mais uniquement par la preuve. C'est vrai qu'en ce moment, on est un peu suspendu aux promesses, que ce soit celle du président élu outre-Atlantique ou à celle de l'arrivée hypothétique d'un vaccin. Ce soir, on va vous montrer un certain nombre de témoignages de jeunes volontaires de l'EPID. Bonsoir Khadidia, bonsoir Ibrahim. Deux témoignages d'entrepreneurs qui sont à distance avec nous, que je vous présenterai au fur et à mesure, de choses qui sont à l'œuvre aujourd'hui et qui fonctionnent au sein de l'ensemble des EPID, au sein des centres qui rassemblent aujourd'hui 3500 volontaires. Et peut-être, puisque pour mettre un peu tout le monde à égalité, je vais vous demander, Florence, Madame la Directrice Générale de l'EPID, de nous présenter d'abord la mission de vos centres en quelques mots, avant de nous expliquer la raison de cette présence ici avec une grande enquête. Alors l'EPIN, c'est l'établissement public d'insertion des jeunes dans l'emploi. Ça s'adresse aux jeunes qui n'ont pas de qualification, qui n'ont pas de diplôme et, j'allais dire de façon toute simple, à laquelle la vie n'a pas souri, qui ont eu souvent des bosses et des cabosses dans la vie, souvent en manque de repères et parfois même en voie de marginalisation. Je pense que ce qui caractérise nos jeunes, et les témoins le diront, c'est qu'ils sont volontaires à l'insertion. Ils sont volontaires pour rentrer dans un cadre qui est un cadre exigeant. Il y a de la discipline, il y a des efforts, il y a du sport, il y a de la réussite personnelle. Et s'ils font tout ça, c'est parce qu'il y a des résultats, puisque notre engagement que l'on tient, c'est que tous les volontaires qui finissent le parcours ont à la fin un emploi ou une formation qualifiante. Et ça, c'est grâce à nos cadres. On a 1100 personnes que l'on peut vraiment remercier, qui sont engagées, qui sont motivées aux côtés des jeunes. Mais cela étant dit, nous, on ne serait rien sans les entreprises. Parce que les entreprises, c'est elles qui vont expliquer aux jeunes ce qu'elles font, leurs besoins, ce qu'ils peuvent aussi attendre de l'entreprise, et puis qui vont les recruter. Et c'est pour ça qu'on fait ces rencontres que l'on organise annuellement, point commun, pour se réunir. Les jeunes, les entreprises, ils ont des emplois à pourvoir. Les jeunes, ils ont besoin de travailler. Et nous, on a des professionnels qui peuvent accompagner les jeunes dans l'emploi. Voilà. Puis cette année, c'est un peu particulier parce que c'est le Covid, donc on fait une édition spéciale par rapport à ça. Et vous avez réalisé une grande enquête récemment sur les 3500 volontaires des EPID. On a pris un panel de plus de 1000 répondants, donc c'est une enquête qui est éminemment représentative. On va la voir. Donc, la grande question posée, c'était quels sont les espoirs des jeunes de 18-25 ans concernant leur avenir professionnel dans cette période éminemment angoissante. On va découvrir les résultats avec vous. Est-ce que vous avez été surprise par les résultats ? Alors, surpris oui et non. Je vais beaucoup dans les centres et c'est un métier de terrain. On parle beaucoup avec les jeunes. Simplement, ce que l'on a voulu faire, c'est leur donner la parole. Parce que finalement, on entend partout dans les médias que c'est une situation qui est très difficile, qu'on a peur pour eux, et on leur prête des choses. Et nous, on s'est dit, on est des spécialistes de l'insertion des jeunes, et on a des jeunes, donc on va juste leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils pensent actuellement, qu'est-ce qu'ils ressentent, c'est quoi leurs espoirs, et comment ils voient l'avenir. Voilà, et c'est ce qu'on va vous présenter. On a interrogé nos jeunes, 1019 ont répondu. Dedans, on a à peu près 30% de femmes et 70% d'hommes. On couvre tout le territoire national puisqu'on a des centres qui sont aussi bien en Bretagne à l'Enrodec qu'à Strasbourg, à Cambrai dans le nord ou aussi bien à Marseille qu'à Bordeaux, des zones rurales, des zones urbaines. Et les jeunes, surtout, ils ont répondu de façon anonyme et libre. Et ce que je voudrais dire, c'est que parmi ces jeunes qui ont répondu, et dans ces résultats, on en a un tiers qui était déjà là.
au moment du premier confinement, et c'est pas rien, et il y en a 2/3 qui sont venus depuis, et parmi eux, il y a pas mal de décrocheurs scolaires du premier confinement. C'est dire que c'est un sujet très, très lourd pour eux. Et donc on ajoute de la difficulté à la difficulté, et malgré tout, on le voyait à l'instant se projeter à l'écran, 75% des répondants ont plutôt confiance dans l'avenir, ils pensent que ça va aller. En fait, quand on les écoute et de façon tout à fait naturelle et sincère, ils partagent les craintes de la population. Ils ne se sentent pas plus protégés que les autres. Et à 75%, ils nous disent « nous, on a peur ». On a peur pour notre avenir, on a peur pour nous et on a peur pour les entreprises qui vont être en difficulté pour nous proposer des stages et nous proposer des emplois. Mais ce qui est assez intéressant et qui est un point d'appui important, c'est que dans le même temps, ils ont confiance dans l'entreprise. Et à 81%, ils disent « nous, on fait confiance aux entreprises malgré la difficulté dans laquelle elles se trouvent ». Et ça, c'est des éléments qui sont des éléments forts. Alors si on regarde le reste de l'enquête, on n'aura pas le temps de tout présenter, mais on peut la retrouver sur le site. 92% sont convaincus que le passage à l'EPID va les aider. Je veux dire, ça vous renforce dans le rôle de l'accompagnement que vous apportez. J'allais dire, en fait, ça nous touche. Et puis, ça nous donne une obligation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se fait le relais de ce que pensent les jeunes et de leurs attentes pour le livrer à l'État, Thibaut Guilly tout à l'heure, aux entreprises qui sont sur le plateau, et puis plus largement aux net. Ils ont des attentes. Qu'est-ce que l'on fait, nous, pour faire que leurs rêves se concrétisent et deviennent réalité? Voilà. Alors, les autres résultats vont à l'encontre de beaucoup d'idées qui tournent sur la jeunesse, sur leurs attentes, ce qu'ils souhaitent. C'est qu'ils ont été confrontés à la précarité dans leur vie la plupart du temps. Alors oui, ça c'est celui d'après. On va le faire quand même dans le sens. Ils ont été confrontés à la précarité et ce qu'ils recherchent, c'est de l'autonomie financière. Tout bêtement et comme tout un chacun, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir payer un loyer et puis remplir le caddie avec leur salaire. Il y en a même un qui me disait ce matin à l'EPID de Montry où j'étais, nous on voudrait payer des impôts. C'est simple et c'est sain dans notre société. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Donc ça c'est important parce que c'est la valeur travail. Et ce qui ressort en premier, vous voyez, la confiance dans l'entreprise, la valeur travail à 99%. Ensuite, ces jeunes qui ont un parcours de citoyens à l'épine, ce qui ressort, c'est qu'ils veulent être utiles. Ils veulent servir à la société. Et là, c'est un collectif qu'ils demandent. L'entreprise est une forme de collectif. Et à 58%, ils veulent être dans des métiers qui sont du métier du service. Donc la santé, les métiers de l'uniforme. Ce matin, il y avait une jeune fille qui voulait être policière, un autre qui voulait être douanier, un qui voulait être gendarme, un qui voulait travailler à la SNCF, vous voyez, comme contrôleur. Donc des métiers de l'uniforme, des métiers de la santé. Quelqu'un qui voulait être aide-soignant, l'aide à l'enfance, l'aide à la personne. Avoir un métier qui ait du sens, mais aussi qui porte un message collectif dans la société. Et ça, c'est aussi de l'espoir. Et puis le dernier point peut-être, c'est dans leur recherche. Donc la citoyenneté qui donne le sens, les 58% sur les métiers de l'uniforme et de la santé. Si on peut avoir le suivant, c'est la stabilité, ce qu'ils recherchent dans leur relation avec l'employeur. Et ça va à l'encontre de l'image du jeune qui zappe. C'est la stabilité de la relation avec un employeur. À l'EPID, ils apprennent à apprendre. Ils ont tout à fait conscience qu'il faudra apprendre de nouvelles choses et ils en ont envie. Ce sont des jeunes apprenants et ils sont très pragmatiques. Ils se disent pour être dans une relation durable avec mon employeur, eh bien il faudra que je m'organise bien dans l'entreprise. Vous nous direz si c'est bien ça. Il faut que je respecte les règles. Ce n'est pas toujours ce qu'on attend des jeunes, mais si, ils ont la tête sur les épaules. Il faut avoir des idées et de force de proposition. Et puis, il faut être bien dans une équipe. Voilà ce qu'ils nous disent les jeunes, et c'est 92% de jeunes qui font confiance à l'épine. Ben voilà, ça nous oblige à être à la hauteur de leurs attentes qui sont hautes, mais en même temps, je pense qu'il faut que nous, on les aide à avoir cette ambition.
Merci beaucoup. En tout cas, c'est un très beau portrait de la jeunesse française que vous C'est vrai. dessinez là, à la fois altruiste, engagée, malgré tout résolument confiante dans cette période de grande incertitude. On verra si ça correspond à ce que vous vivez. On va voir si ça correspond à ce que les chefs d'entreprise rencontrent sur le terrain. J'en profite pour ajouter que vous avez une fonction de chat, vous qui nous suivez à distance, et que si vous voulez envoyer des questions par les miracles de la technologie, elle m'arrive ici. Si vous avez des questions sur l'étude pour Florence, je les prendrai bien volontiers. Est-ce que Jean-Jacques Salin est en liaison avec nous? Oui, bien sûr. Je suis bien présent. Ah, Bonjour. merveilleux. Bonsoir Jean-Jacques, donc vous êtes le patron d'Inditex. Alors si je dis Inditex, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, sauf ceux qui suivent les journaux économiques, mais c'est un groupe de mode qui rassemble un certain nombre d'enseignes. La plus célèbre d'entre elles est Zara. On n'associe pas nécessairement ce milieu de la mode à l'entraide des publics les plus fragiles et les plus précaires, et on a tort, parce qu'en réalité, vous, ça fait des années que vous êtes engagé auprès de publics très très éloignés de l'emploi. Oui, au niveau de la société en France, nous avons monté un projet il y a de cela un peu plus de 10 ans, puisque ça va faire 12 ans exactement. Un projet qui consiste à 2 fois par an recruter 15 jeunes en situation de très grande précarité, des jeunes qui sont dans le profil des jeunes qui sont aujourd'hui auprès de l'EPID. Ces jeunes-là, on les recrute dès le premier jour, on les paye sur une base de CDI. Puis après, ils vont suivre une formation. On fait une marche avec eux pendant 2 jours. On va marcher 15 km, puis 35 km. Et puis après, ils vont être en magasin. Ils vont passer une semaine, 15 jours dans un hôtel avec des tuteurs. Ils vont avoir des intervenants extérieurs qui vont venir partager avec eux la passion. Ils vont suivre des cours de théâtre, des cours de cuisine. Et puis après, ils vont en magasin. Et pendant 8 semaines, ils vont suivre une formation avec un tuteur et on les reprendra une journée par semaine. Ce projet existe depuis 12 ans et on en est à la 26e promotion avec un taux de réussite de 90%. Et je précise aussi que ces jeunes, dès le premier jour de leur intégration dans notre société, sont payés sur la base d'un CDI 35 heures. Donc c'est un pari qu'on fait sur ce public-là et on en est très satisfait. Alors, avec une petite dose de modestie, vous avez oublié de signaler 2 points en ce qui concerne les marches et en ce qui concerne l'hôtel. Les personnes qui interviennent dans le séminaire, il y a un certain nombre des VIP venus d'un peu de tout milieu, du théâtre, du monde du sport. Vous me disiez que Raymond Domenech ne manque jamais une manifestation, donc je voudrais savoir comment est-ce que vous arrivez à les mobiliser. Et puis par ailleurs, peut-être est-ce que c'est ça qui vous donne cette silhouette longiligne, mais vous-même, vous tenez toujours à marcher les 35 km. Pourquoi est-ce que c'est important cette exemplarité du dirigeant ? Alors là, vous abordez deux sujets complètement différents. Moi, je pense que l'exemplarité du dirigeant dans la vie quotidienne que l'on a au sein d'une entreprise, elle est nécessaire, quoi. Je veux dire, il ne peut pas y avoir de bons dirigeants sans dirigeants exemplaires. Ça, c'est pas possible. Enfin, pour moi, c'est pas compatible. Donc l'exemplarité, elle va aussi, effectivement, dans le cadre d'une opération comme celle du projet Jeune, de participer de façon active aux marches que l'on fait. Mais je dirais que c'est un bonheur, c'est un plaisir, hein, c'est pas une contrainte, bien au contraire. Et concernant les intervenants extérieurs, c'est vrai que nous avons, sur les 26 sessions, eu beaucoup d'intervenants qui vont de Jane Birkin à Bernard Hinault, en passant par Raymond Domenech ou autre. Alors, pourquoi ils acceptent? Parce que d'une part, c'est des personnes qui sont très engagées, et on a effectivement des personnes qui sont très médiatiques et néanmoins très engagées dans la citoyenneté et dans la vie au quotidien. Et donc, on a ces intervenants qui viennent partager avec eux la passion et qui leur montrent qu'à partir de la passion, on est beaucoup plus fort pour s'en sortir. Donc voilà. Donc c'est une opération toute simple, mais qui regroupe, en fin de compte, qui touche parfaitement bien les publics auxquels l'EPID s'attache. Et je trouve que ça démontre aussi qu'il n'y a pas de fatalité. Hein, je regardais le programme et je pensais que j'allais parler sur l'entreprise qui peut rassurer sur les conséquences de la crise sanitaire. Je dirais qu'il n'y a pas de fatalité. Et donc, effectivement, pour ces jeunes, il faut bien qu'ils soient conscients qu'il y a toujours le soleil brille et il brillera toujours. Et ça, je pense que c'est un point important. Il faut au contraire sortir de l'amorosité et de se projeter après cette période-là pour retrouver une vie normale, comme on dit. Florence Gérard-Chalet disait dans sa présentation que parmi les attentes des jeunes, il y avait aussi une stabilité financière, remplir un caddie de façon très pragmatique. Et vous avez glissé rapidement au début, là encore avec un peu de discrétion et de modestie, mais alors même qu'ils sont en formation et qu'ils ne sont pas encore des salariés, vous les payez tout de suite en contrat 35 heures, c'est-à-dire que vous considérez que l'entreprise doit faire le premier pas sur la construction d'une confiance sur un avenir économique. Oui, je pense que la meilleure façon de construire avec des jeunes aujourd'hui, quel que soit leur profil et quelles que soient leurs origines, c'est de leur faire confiance. Et donc faire confiance, je pense qu'il n'y a pas de meilleure marque de confiance que dès lors que vous embauchez quelqu'un, que vous commencez à le payer correctement. On est contre les abus qui peuvent se faire sur des astuces pour éviter de payer les gens. Je pense que les gens, il faut les payer correctement et puis les embaucher. Et puis voilà. Après,
Aujourd'hui, on a un taux de réussite qui est très important parce que ces jeunes, dès lors qu'on leur fait confiance et qu'on leur tend la main, ils ont à cœur de rendre ce qu'on leur apporte. Et d'ailleurs, la remarque sur les impôts est intéressante puisque moi, j'ai eu un jeune qui lorsqu'il a reçu sa première feuille d'impôt, est venu tout content m'en informer parce qu'au moins, il allait rendre à la France ce que la France lui avait donné. Donc, ça fait réfléchir aussi sur des fois des mentalités qui sont bien là et pour l'instant, on leur prête pas. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. S'il y a des collaborateurs de Bruno Le Maire qui nous regardent, comme vous avez une année avec moins de recettes que d'habitude, rassurez-vous, les bonnes nouvelles arrivent. Peut-être juste un mot sur le contexte, si vous voulez bien, pour terminer. Évidemment, le secteur de l'habillement et de la mode, il a été parmi les plus impactés, comme on dit en mauvais français, par la crise sanitaire, avec beaucoup de fermetures de boutiques. Souvent, on a envie de se dire que les engagements, ce qui ne concerne pas directement le core business, comme on dirait encore en bon français, sont les premières choses à être mises de côté lorsqu'il y a des crises économiques et financières. Est-ce que ça veut dire que vous avez suspendu le programme et que vous verrez en 2021, 2022 si les vents sont meilleurs, si vous allez continuer? Non, alors, bon, déjà, durant cette crise, c'est vrai que le secteur de l'habillement auquel nous sommes attachés déjà est touché plein fouet, bien évidemment. On est comme tous les autres, on a nos magasins ouverts. Les ventes par Internet, même si elles se développent, ne représentent qu'une petite part du chiffre d'affaires que nous réalisons et on est très loin des résultats qu'on attend. Ce n'est pas pour autant qu'on a arrêté ce projet jeune, puisqu'on a fait la 26e session juste avant le confinement. On est parti marcher début octobre. Ils ont fait les 2 jours de marche. On a fait les 2 jours de marche sur l'île de Ré au début octobre. Puis après, ils ont été dans l'hôtel pendant 15 jours. Ils ont été une semaine en magasin. Et alors qu'ils étaient une semaine en magasin, on est rentré dans un confinement. Et donc aujourd'hui, ils travaillent au sein des magasins, puisqu'on a nos magasins qui sont utilisés comme base logistique. Et à partir des magasins, on envoie des colis. Donc ils sont en train de travailler actuellement dans les magasins et ça se passe très bien. Donc on les voit une fois par semaine et on continue de la même façon. Donc pas de problème par rapport à ça. Félicitations pour votre engagement et puis on espère qu'en 2021 vous ferez une grande marche avec les volontaires de l'EPID dès qu'il fera à nouveau beau, qu'on sera déconfiné, qu'on pourra marcher longtemps, c'est envisageable. Sans problème, ils peuvent compter sur moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est aussi en liaison avec Olivier de la Chevannerie? Je suis là. Vous êtes là. Bien présent. Vous avez une double casquette, monsieur, puisque vous êtes à la fois le président du réseau Entreprendre qui accompagne les entreprises de plus de 5 salariés qui veulent créer des emplois. Et puis, vous êtes le patron depuis 2004, président fondateur de Sigmatel, une entreprise d'électricité. Peut-être un rebond sur ce que vous venez d'entendre. Est-ce qu'au fond, vous vous dites qu'il y a une espèce d'ADN commune aux entreprises qui ont envie d'engager des jeunes avant tout sur la base de la motivation? Je sais que c'est un leitmotiv important pour vous. Ah oui. Alors, d'abord, je voudrais vous dire que le rêve de tout créateur d'entreprise, de tout patron d'entreprise, c'est d'avoir une belle entreprise. C'est pas d'avoir une entreprise performante, c'est d'abord d'avoir une belle entreprise. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, mais en fait, dans ce mot sociétal ou social, en fait, si vous voulez, il y a l'emploi. Et donc, une belle entreprise, c'est une entreprise qui recrute. Et une belle entreprise, c'est une entreprise qui recrute des jeunes. Donc aujourd'hui, si je peux vous rassurer sur ce sujet-là, c'est que quelle que soit l'ambiance morose aujourd'hui qu'il y a autour de nous, les gens qui se disent chefs d'entreprise, eh bien, sont toujours savent que leur rôle, il reste un rôle de recruter des jeunes. Donc à partir du moment où on part de ce postulat-là, en fait, on peut se dire que on sait que la crise aujourd'hui, elle frappe beaucoup de gens, mais il ne faudrait surtout pas se dire qu'on présage de l'avenir en ne recrutant pas de jeunes aujourd'hui, parce que les jeunes qu'on va recruter aujourd'hui, ce sont la génération suivante, c'est-à-dire ce sont les gens qui vont être prêts à travailler dans 1 an, dans 2 ans, etc. Donc en fait, aujourd'hui, les entreprises recrutent des jeunes. Les entreprises recrutent des jeunes en apprentissage, elles recrutent en alternance. Voilà. Chez Sigmatel, nous sommes 350, on recrute 20 jeunes par an. On vous a perdu. Voilà, Ah pardon, vous m'avez perdu. Voilà, on vous a retrouvé. Rapidement. Ah pardon, excusez-moi. Nous recrutons 20 jeunes par an. Voilà, c'est comme ça. Et on pourrait dire que là, la situation est quand même difficile, mais on a quand même recruté nos 20 jeunes par an, parce que c'est comme ça, c'est dans nos gènes. On a recruté des apprentis, on a recruté des alternants, et nous, c'est de l'apprentissage jusqu'à ingénieur en alternance. Hein, donc on recrute des jeunes. C'est quelque chose qui est très ancré en nous. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont comme ça. Et dans le réseau Entreprendre, on rappelle pas mal aux entrepreneurs qu'on accompagne, et on leur dit OK, vous êtes en train de créer votre société, on vous accompagne, mais
au niveau de l'emploi, au niveau de la RSE, du côté social de l'entreprise, où est-ce que vous en êtes? C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'entrepreneur se dise « mon entreprise ne sera belle que si au niveau social, je suis là pour aider le recrutement des jeunes, le recrutement et le chômage d'une manière générale ». Les résultats, en fait, sont assez probants parce qu'on se rend compte que alors chez nous, on garde 60% des jeunes qu'on recrute. C'est-à-dire que même quand on est un peu en sous-activité, en fait, ces jeunes restent, soit ils vont continuer leurs études, on a 30% qui continuent leurs études en alternance chez nous, et il y en a 30% qui sont en CDI. Les 40% qui restent, ils sont peut-être dans d'autres entreprises, mais ce que je veux dire, c'est que cet accueil de jeunes, nous, on sait que derrière, ce sont des jeunes pour l'entreprise, qui vont rester dans l'entreprise, qui vont être fidèles à l'entreprise, parce que aussi, accueillir un jeune qui n'a pas de formation, le former, eh bien, quelque part, c'est lui donner confiance. Et quand l'entreprise donne confiance aux jeunes, en fait, elle le garde. C'est-à-dire qu'il reste. Il reste un certain temps et ça permet une fidélité parce que nous, ce qu'on cherche, c'est quand même recruter des gens, les former et puis les garder. On n'est pas là pour former des gens pour qu'ils s'en aillent, quoi. Alors, dites-moi voilà ce que je peux vous dire au niveau de cette confiance qu'on garde dans le recrutement des jeunes. Voilà, on se dit que nous avons un rôle social, le chef d'entreprise a un rôle social, donc nous continuons à recruter des jeunes. Et les chiffres des CFA, je connais pas mal de directeurs de CFA dans la région Ouest, parce que mon entreprise est à Nantes, les chiffres des CFA sont très bons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de baisse de recrutement des apprentis, au contraire, alors que quand même, on est dans une période de doute. C'est-à-dire que la promotion de septembre des apprentis est aussi importante en 2020 qu'en 2019. Je pense que c'est un message qui est quand même très positif pour tous vos jeunes. Et puis, le dernier sujet, c'est que, comme le disait M. Salin tout à l'heure, nous, à partir du moment où les jeunes sont motivés, on les accueille avec plaisir. Nous ne cherchons pas de gens compétents. Si on a des gens compétents, tant mieux, mais nous cherchons des gens qui ont une motivation. Si vous arrivez avec votre motivation, nous, on vous formera et on vous amènera à un poste stable et avec une formation qualifiante. Je voudrais juste vous demander d'expliciter une phrase que vous m'aviez racontée, parce qu'on a envie de vous tresser que des lauriers sur ce que vous faites aujourd'hui, à un défaut près, et qui est que vous ne travaillez pas encore avec les EPID, mais c'est pour demain, puisque en fait, c'est le genre de partenaire de l'emploi que vous cherchez particulièrement, parce que vous avez dit, nous, les jeunes très éloignés de l'emploi, on ne sait pas nécessairement les prendre en main en ce qui concerne les savoir-être en amont, mais si quelqu'un s'en occupe, chacun dans son couloir, et nous, on saura faire en ce qui concerne les savoir-faire. Voilà, c'est exactement ça. C'est la différence. On est beaucoup moins bon que ce que fait M. Salin parce que nous, on ne sait pas prendre les jeunes qui sont en difficulté. Ça, nous, c'est pas notre couloir. Nous, notre couloir, c'est que à partir du moment, et je prends l'exemple de l'EPID, on ne travaille pas avec vous, mais on travaille avec d'autres structures de l'accompagnement des jeunes. C'est à partir du moment où le jeune est prêt, est motivé et à retrouver une certaine confiance. Et nous, on le prend, même sans qualification, nous, on le prend et après, c'est parti. Mais effectivement, chacun dans son couloir. Nous, on n'est pas du tout dans la remise en forme des jeunes, ce n'est pas du tout notre sujet. Mais par contre, quand ils sont prêts, alors là, on est prêt à les prendre, à les former, à les garder. Il suffit simplement qu'ils soient motivés. Et puis, je veux dire, on était un petit peu déçus cette année parce que, en fait, vous savez, le gouvernement a fait en sorte qu'aujourd'hui, un apprenti coûte quasiment rien. Donc, en fait, l'apprenti pour l'entreprise coûte finalement que le coût de l'encadrement, en fait, que le coût du tutorat, puisque aujourd'hui, l'État nous aide. Eh bien, en fait, donc on s'était dit, si par hasard on a plus de gens qui postulent, comme aujourd'hui un apprenti ne coûte rien, à laisser notre petit coup de pouce à l'aide à la période difficile, eh bien, en fait, on n'a pas eu plus de gens qui sont venus. Donc, on a été un peu déçus. On aurait pu en faire encore plus. Mais en fait, je ne sais pas, les CFA n'étaient peut-être pas prêts à l'afflux ou à augmenter leur nombre de personnes. Donc voilà, à partir du moment où les gens sont motivés, à partir du moment où les CFA ont les postes d'enseignement qu'il faut, eh bien nous on prend. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de refus de gens motivés, quasiment aucun. Bravo. Et gardez votre caméra, restez avec nous si vous voulez bien quelques instants, si jamais il y a des questions qui arrivent ou des demandes d'alternance chez vous. Je vous les passerai bien volontiers. On a été rejoint par monsieur le haut-commissaire. Je voudrais juste
Thibaut Guilluy, que vous entendiez le témoignage de Khadidia. Avant de vous donner la parole, j'imagine que vous avez plein de choses à nous annoncer. Khadidia, vous devez vous retrouver un peu dans tout ce qui s'est dit. Vous êtes vous-même passé par l'EPID. Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'EPID? Je crois que c'est une rencontre avec une avocate qui vous a amené là. Oui, c'était une avocate qui avait une amie. Sa fille avait voulu aller à l'EPID. À l'école de la deuxième chance plutôt. Et en cherchant sur internet, je suis tombée sur l'EPID, j'ai appelé et une semaine après j'étais à l'EPID. Pour aller rapidement, on peut dire qu'avant vous avez eu un parcours scolaire un peu compliqué, décroché pour des raisons d'ambiance et pas forcément de suffisamment de bienveillance, donc pas forcément une super appréhension du collectif, un niveau de confiance en vous qui était pas forcément au top. Et là, vous avez retrouvé un peu ce que disait Jean-Jacques Salin, c'est-à-dire que la dimension physique, des journées très remplies, la dimension sportive, ça a été important pour vous. Oui, ça a été très important parce que comme j'avais fait un an et demi chez moi à rien faire, j'étais vraiment au plus bas. Donc ça a fait qu'avec l'EPID, les journées super chargées, je sentais que j'avais fait quelque chose de ma journée et que ça avait chaque jour c'était quelque chose de plus. Voilà, vous vous couchiez en vous disant aujourd'hui j'ai fait quelque chose de ma journée. Et donc vous avez emmagasiné suffisamment de confiance pour vous tourner vers un avenir professionnel. Donc vous êtes apprenti photographe. Oui. C'est l'EPID qui vous a aidé à vous tourner vers cette orientation. C'est vous qui avez décidé. Comment ça s'est passé? Quand je suis arrivée, j'avais ça en tête. Oui, j'avais ça en tête parce que j'avais voulu faire photographe déjà depuis un bout de temps. Mais comment dire, à l'école, ils me disaient que c'était pas quelque chose pour moi. C'était clairement pas pour moi et qu'il fallait que je change de voie. Et en arrivant à l'EPID, je me suis dit que je vais essayer. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils allaient cette fois m'aider à avancer. Et l'EPID était totalement ouverte. Ils m'ont dit que c'était génial et qu'il fallait que je continue dans ça si c'était vraiment ce que je voulais faire. Et au final, on m'a poussée, on m'a aidée et j'ai pu faire des stages et comment dire, être sûre de ce que je voulais faire. Donc aujourd'hui, vous êtes en alternance. Vous allez passer l'équivalent d'un CAP photo. Vous êtes dans une grosse PME qui est située un peu dans le cœur de Paris, dans un palais. Vous êtes au palais de l'Élysée, donc évidemment c'est un quotidien un peu professionnel, un peu le grand chef est très exposé évidemment. C'est impressionnant quand on arrive quand même voilà, de l'EPID d'arriver comme ça sous les ordres de la République et quand je vous entends, j'ai l'impression que ça se passe très naturellement, en fait, qu'il n'y a pas de problème particulier, quoi. Ah non, c'était bizarrement très naturel. Ils m'ont mis à l'aise, ils m'ont mis directement dans le bain. Je faisais le même travail qu'eux. Et je fais d'ailleurs toujours le même travail qu'eux. Je ne fais pas les photocopies ou quoi que ce soit. Non, je fais vraiment un travail de photographe. Je suis photographe là, pendant 2 ans encore. 1 an encore, pardon. Et alors en 2022, je ne vous pose pas la question de la présidentielle, vous êtes un peu jeune, mais en ce qui concerne la photo, vous avez vu l'étude au début, est-ce que vous avez envie d'être autonome, est-ce que vous avez envie d'être indépendante, est-ce que vous voulez rester à l'Élysée s'il y a une opportunité qui se présente? Comment vous voyez l'avenir, Khadidia? Moi, je me tournerais plus vers l'indépendance. Rester à l'Élysée, non. Enfin, parce que je suis encore jeune, j'ai envie de découvrir des choses. Donc, pour moi, c'est non, en fait. Je préférerais découvrir d'autres choses. Voilà. Ça veut dire quand même que l'EPID, ça donne une confiance en soi un peu indestructible, parce que je connais personne qui a envie de quitter l'Élysée, en général. L'EPID, ça a été vraiment... Je savais pas vraiment, je pouvais pas parler devant même une personne, 2 personnes, c'était vraiment très difficile pour moi. Et à l'EPID, ça m'a complètement libérée. En fait, j'ai vraiment su ce que je voulais faire à l'EPID et j'ai vraiment su qui j'étais réellement à l'EPID. J'ai vraiment pu m'imposer à l'EPID. Et bien là, vous venez de parler avec beaucoup de brio devant plus de 250 personnes qui sont devant leurs écrans. Bravo, Khadidia. Thibaut Guilluy, je sais que vous êtes avec nous et je sais qu'en plus je dois bientôt vous libérer parce que vous allez présenter le plan Un jeune en emploi en Ile-de-France. Vous êtes toujours là? Ah là 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 là. Oui, bien sûr, j'ai remis le son.
Alors, on voit effectivement que vous êtes dans une loge, que vous allez devoir aller parler dans quelques instants, mais vous avez tenu à être avec nous et vous vouliez être là dès le début pour écouter les témoignages des entreprises que vous connaissez pour certaines, des jeunes. Avant d'être le haut-commissaire à la jeunesse et à l'engagement des entreprises, vous avez longtemps dirigé une entreprise d'insertion, très très grosse entreprise qui s'appelle Ares et qui effectivement ouvrait toujours ses portes pour des jeunes et des moins jeunes sans qualification. Mais donc vous connaissez très bien l'EPID, là vous n'êtes pas en terre inconnue du tout. La baseline, le slogan d'Ares, c'était nul n'est inemployable. Est-ce que vous trouvez que l'EPID, c'en est une des plus belles manifestations ? Bonsoir à tous et puis merci de l'invitation et puis merci aussi pour les témoignages précédents. Alors j'ai raté celui de Jean-Jacques Salin, mais on se connaît bien et j'étais vraiment ravi qu'il puisse être avec vous parce que pour moi c'est l'incarnation et c'est un modèle en fait d'entrepreneur et puis d'entreprise inclusive et je dirais d'un entrepreneur et d'une entreprise qui a tout compris en fait à ce que c'est l'EPID, mais plus globalement à ce que c'est en fait le sens, la valeur et du coup, in fine, la performance. Alors oui, l'EPID, bien sûr, ça me parle beaucoup. J'ai eu la chance d'ailleurs d'en visiter un il y a pas si longtemps que ça à Belfort avec sa directrice Florence Gérard Chalet. Et le témoignage de Kadidia dit aussi tout de ce qu'est l'EPID et de ce que nous défendons et ce que je suis chargé aussi de défendre depuis que le président de la République et puis Elisabeth Borne m'ont confié cette mission, justement de développer cette vision inclusive de l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, globalement, on peut quand même reconnaître une forme de faillite collective à laisser passer ces pépites, à laisser passer ces personnes qui ont des talents, qui ont des capacités et que nous ne sommes pas encore à même de reconnaître. Parce que il y a un handicap, parce qu'il y a une difficulté à un moment donné dans un parcours ou dans la vie. Et moi, j'ai vu à l'EPID des jeunes avec une profondeur de maturité, une volonté qu'on ressent quand même très fortement, un sens du collectif qui est franchement très impressionnant. Et ça ne peut être qu'une invitation en fait à ce que les entreprises aillent visiter les EPID et on ressort forcément de là en se disant mais bon sang, il faut absolument que j'aille en recruter, sauf quand on est un EPID à soi-même avec Jean-Jacques Salin qui fait de l'EPID un peu sans le savoir. Aujourd'hui, vous savez, c'est pour ça que je suis navré, j'aurais bien voulu avoir un petit peu plus de temps avant et un petit peu plus de temps après, mais je suis en train d'accompagner le déploiement du plan Un jeune, une solution. Un jeune, une solution, c'est dans une crise, évidemment, c'est toujours les plus précaires et les jeunes qui payent le plus lourd tribut, en théorie, si on ne fait rien à la crise, puisque évidemment, le marché du travail devient atone et les opportunités et les possibilités de recruter pour les employeurs, pour les entreprises, sont plus faibles. Et donc, c'est les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui doivent y trouver leur place, qui sont les premiers à en payer le coût. Et nous avons refusé cela. Un jeune, une solution, finalement, c'est un refus. Un refus d'abord du gouvernement, mais je pense un refus collectif de se dire c'est pas possible qu'on laisse tomber notre jeunesse, qu'on sacrifie une génération. Et donc, la première des choses, c'est évidemment de dire avec la solidarité collective, parce qu'on parle du gouvernement, mais les moyens sont les moyens que nous mettons tous avec nos efforts, de se dire la jeunesse est une priorité. Et donc, on a mis 6,7 milliards d'euros sur la table pour faire en sorte d'essayer ensemble de tenir une promesse qui est, si on y réfléchit bien, assez dingue. Un jeune, une solution. On voit bien avec l'expression de Kadidia que derrière chaque jeune, il y a une situation différente, il y a des appétences, il y a des attentes qui sont différentes. Et c'est pour ça que nous avons et nous soutenons un grand nombre de sortes de solutions. De l'accès à l'emploi, la formation professionnelle, le besoin d'accompagnement pour les jeunes qui en ont besoin, et aussi le besoin d'engagement avec le service civique, et puis la création de 100 000 postes d'engagement volontaire aussi supplémentaires. Ça, c'est le plan qu'on est en train de déployer et qui, effectivement, commence à porter ses fruits. On a eu l'heureuse surprise de voir qu'en août et en septembre, on a réussi
à faire que les entreprises recrutent même un petit peu plus qu'en 2019. Donc ça, c'est peut-être déjà un message pour rassurer les jeunes qui font les efforts, eux, pour trouver leur place. Les entreprises font aussi le leur et même dans cette période de crise, il y a des opportunités, il y a des emplois. Mais cela n'est pas suffisant et donc nous rentrons maintenant dans une phase où l'objectif, c'est que toutes ces solutions, il faut quand même bien se le dire, la biodiversité des solutions est tellement vaste que ça peut être parfois illisible, complexe, pas facile pour un jeune ou pour une entreprise de finalement s'y retrouver et de voir comment il peut tirer parti en fait de ce plan national Un jeune, une solution. Et c'est pour ça que en ce moment, on organise énormément de rencontres avec des entreprises, avec des jeunes. Aujourd'hui, là, en Ile-de-France, il y a un peu plus de 500 entreprises qui sont rassemblées. Et puis, on fait ça dans toutes les régions et il y aura des répliques de ces rencontres avec les jeunes, avec les entreprises, pour pouvoir progresser ensemble, adapter le plan et augmenter le nombre d'opportunités qui sont là. La deuxième chose qu'on a envie de dire, c'est maintenant, ce plan gouvernemental doit devenir un plan de mobilisation nationale. Parce que la question des jeunes, la question de la jeunesse, évidemment, c'est une question qui doit nous préoccuper tout entier et probablement les entreprises en premier. Olivier de la Chevannerie en a bien parlé. Le plan qui est mis sur la table et les aides et le soutien font qu'aujourd'hui, les entreprises peuvent aligner leur intérêt à investir dans leur avenir en recrutant des jeunes et en même temps en soutenant finalement l'avenir de la société. On aligne l'intérêt des acteurs, des entreprises, avec l'intérêt général et l'intérêt social. Il y a énormément d'entreprises qui nous rejoignent dans Un jeune, une solution pour booster leurs apprentissages, booster leur recrutement. Et je veux le dire vraiment très fort, et c'est pour ça que c'était important pour moi d'être à l'EPID, c'est que ça doit se faire sur justement la volonté. Il faut que chaque jeune puisse y trouver sa place et que souvent les phénomènes quand même qui font que certains ont quand même plus d'opportunités aujourd'hui, plus de facilité à se retrouver dans le marché du travail, qu'aujourd'hui on fasse un grand pas vers l'égalité des chances, qu'on soit plutôt dans cet accueil inconditionnel. Et quand l'EPID accueille de façon inconditionnelle à l'entrée, à la sortie, moi ce que je vois, c'est que des personnalités, que des talents, que des potentiels. L'EPID fait un pari sur la jeunesse. Il faut que les entreprises parient maintenant sur l'EPID pour qu'évidemment, on les accompagne à grandir et puis que ces jeunes viennent fertiliser vos entreprises et puis la société, parce qu'évidemment, dans cette période-là où on appelle à la réinvention, on a bien besoin de vous, les jeunes, avec vos parcours, avec vos trajectoires, avec ce que vous êtes, avec les difficultés que vous avez parfois traversées. Je le sais, tout particulièrement à l'EPID, mais ces difficultés-là, parfois, et souvent, elles sont aussi votre force. Donc, acceptez ces fragilités et faites-en une force. Soyez fiers de cela. Et on a besoin de vous. Et donc, c'est pour ça que je suis ravi d'être avec vous et de soutenir l'EPID et compter sur nous. Avec évidemment la ministre Elisabeth Borne, qui est extrêmement sensible à votre action. Juste un mot avant que vous partiez. Je sais que votre cabinet va m'insulter par mail, mais je m'en arrangerai. On dit souvent que le mal français, c'est de ne pas réussir à passer à l'échelle des expérimentations qui fonctionnent, comme celle de l'EPID. Et tout à l'heure, d'ailleurs, dans son témoignage, Olivier de la Chevannerie rappelait que les CFA n'avaient pas tous pu être mobilisés en même temps face à l'afflux de demandes. C'était un peu votre leitmotiv quand vous étiez chez Ares, d'identifier tout ce qui fonctionne. Qu'est-ce qui vous fait penser que ce coup-ci, il y a une mentalité différente au sein de l'exécutif, dans les ministères ou autres, qui pourront faire en sorte qu'en 2021, quand on va vraiment déconfiner pour de vrai, on pourra accélérer la transition pour l'emploi des jeunes? Alors, je suis d'un tempérament optimiste, mais je ne suis pas non plus un ravi de la crèche. Et je sais bien que les changements d'approche, les changements de mentalité, etc., peuvent prendre du temps. Mais je pense qu'effectivement, cette période nous invite quand même à changer quand même deux, trois petites choses. Et je pense que d'abord, et c'est ce que vraiment moi je porte avec la France Une Chance et avec les initiatives qu'on mène au commissariat les plus concrètes possibles, c'est d'abord décloisonner. La solution, elle n'est pas chez les pouvoirs publics seuls. Elle n'est pas non plus chez les entreprises seules. Elles ne sont pas non plus que chez les acteurs de l'accompagnement. Il faut qu'on apprenne d'abord à travailler ensemble. Ça, c'est vraiment le premier point. Et donc,
développer les coopérations et c'est comme ça qu'après derrière ça peut fonctionner. La deuxième chose, c'est que je pense que l'État et les pouvoirs publics doivent être plus en capacité d'être à l'écoute de ce qui fonctionne et de se positionner plutôt comme un facilitateur, comme quelqu'un qui catalyse la capacité d'engagement et l'intelligence collective qui se font dans des structures comme les vôtres et sur les territoires. Donc très concrètement, par exemple, demain, on va lancer un portail un jeune, une solution.gouv.fr qui permet à la fois pour chaque entreprise et chaque jeune de trouver pas loin de chez lui toutes les opportunités qui sont présentées par le plan, pour les entreprises de pouvoir, dire qu'elles s'engagent dans la jeune solution, qu'elles s'engagent auprès de la jeunesse. Qu'est-ce qu'elles vont faire en termes de recrutement, de soutien? Elles peuvent aussi d'ailleurs déclarer leur soutien à l'EPID, pourquoi pas, sur ce portail. Et nous ensuite, à partir du moment où ils ont envie de s'engager, on va les aider, on va les accompagner pour trouver les jeunes, leur faciliter le parcours pour accéder à telle ou telle aide, notamment pour les TPE et les PME. Donc nous, on est là humblement pour faciliter le passage à l'action et amener chacun à travailler les uns avec les autres. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours une mince affaire, mais c'est important que le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation travaillent main dans la main, qu'on puisse se mettre au service de la transition écologique, qu'on puisse se mettre au service de la transition digitale et qu'en fait, finalement, en pariant sur la jeunesse et en leur proposant des solutions d'emploi et de formation professionnelle, ça vienne finalement accélérer les transitions et les transformations de notre société dont on a bien besoin. Donc, je suis confiant, mais je suis confiant si, évidemment, vous continuez de nous rejoindre, qu'on continue aussi d'être à vos côtés, de vous accompagner avec la France Une Chance et puis avec les actions qu'on peut mener. Un jeune, une solution, évidemment, je compte sur vous, unjeune-une-solution.gouv.fr, ça sortira demain, donc c'est une petite annonce avant la sortie par la ministre, mais évidemment, j'espère que vous pourrez y trouver de quoi avancer dans vos vies ou dans vos entreprises. Merci beaucoup Thibaut, on vous libère, sans doute le commissaire de France le plus populaire auprès de la jeunesse. On va interroger deux autres jeunes qui sont restés… Excusez-moi. Je vais juste moi aussi devoir vous abandonner. Bien sûr. Merci beaucoup pour votre témoignage, Jean-Jacques. On vous libère. À tous. Très bonne soirée. Merci à vous. Est-ce que par extraordinaire, nous sommes en liaison avec Alicia Mariage? Dans un centre épide. Qui est dans un centre épide dans le Nord, à Cambrai. Ah, bon, alors on a été lâché. Ah, vous êtes à Cambrai. Voilà, on est à Cambrai. Ouais, c'est leur belle salle d'été. Vous n'avez pas encore la 5G, mais la 4 est bien suffisante. Bonsoir Alicia, vous nous entendez? Alors, on est à Cambrai. Bonjour. Bonjour. Encore la 5G, mais Bonjour. la 4 est bien suffisante. Bonsoir Alicia, vous nous entendez? Alors, on est à Cambrai. Bonjour. Manifestement avec 10 secondes de décalage. Donc Alicia, 22 ans. Vous êtes dans le centre épide à Cambrai depuis novembre 2019. 10 secondes de décalage. Donc, Alicia. Ah. De liaison. Ah, un petit problème de liaison. Bah, on vous reprend dans 5 minutes. Dans ce cas-là, est-ce qu'on est en lien avec Bordeaux et Quentin Nadeau? Bonjour. Bonjour Quentin. Vous m'entendez? Ouais, on vous entend très bien. Alors vous avez entendu les mots du haut commissaire en disant qu'il y avait des pépites dans tous les centres épides ayant à visiter un certain nombre. Ouais. Je ne sais pas si vous vous considérez comme une pépite, vous auriez bien le droit. Comment est-ce que vous êtes venu, comment est-ce que vous êtes arrivé à l'Épide, vous? Je suis arrivé à l'Épide, j'étais avant à la mission locale en garantie jeune. Et après la garantie jeune, j'avais cessé de faire des activités. Il y a une amie qui m'avait parlé de l'Épide de Bourges. Et en allant à l'Épide de Bourges, j'y suis resté 2 mois parce qu'il y avait l'inconvénient que je voyais plus trop ma mère. Et moi, je voulais me rapprocher de ma mère. Et le truc, c'est que j'ai demandé pour un transfert à Bordeaux. Et là, ça va faire presque 1 an que j'y suis à Bordeaux. Alors, vous m'aviez dit, moi, quand je suis arrivé à l'Épide, ce que je voulais, c'était une remise à niveau, une montée en compétence sur le comportement. Qu'est-ce que vous entendiez par là?
Ben, c'est que en étant jeune, j'ai pas eu beaucoup d'aide paternelle et tout dessous, beaucoup de soutien. Et en venant à l'EPID, en fait, je voulais avoir de l'aide paternelle, de l'aide un peu soutenue. Et là, grâce au cadre et au directeur et à peu près à toute l'EPID de Bordeaux, ben, j'ai réussi à retrouver ça en fait correctement, quoi. La personne qui est à côté de vous a joué un peu ce rôle de tuteur, de booster de motivation et vous accompagne au quotidien, c'est ça? En fait, Monsieur Laga, je le considère comme mon deuxième père, en fait. C'est un témoignage assez fort. Gardez le masque, monsieur, parce que j'imagine que derrière, ça doit un peu chambouler. C'est un signe de Non, reconnaissance. il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il y a des très bonnes relations avec Monsieur Nadou. Où, effectivement, il est en fin de parcours donc, chez nous. Donc, c'est un volontaire exemplaire. Effectivement, ça n'a pas été très facile pour lui au départ, mais donc il a donné beaucoup de lui-même et voilà, il a fait un bon parcours à l'EPID. Alors, Quentin, juste un mot sur votre parcours, parce qu'à l'EPID, on a le droit de se tromper, d'expérimenter, d'essayer. Vous avez essayé plusieurs filières, vous ne trouviez pas exactement ce que vous voulez, et maintenant vous avez trouvé votre voie. En filière, j'avais fait agent de sécurité. C'était un métier qu'au début, ça m'intéressait. Ben, j'ai fait un stage et ça ne m'a pas trop convenu correctement. Après, je voulais faire un stage. J'ai fait un stage en logistique à Bricomarché. Et le stage m'a beaucoup plu. Mais le problème, c'est que le patron, il m'a conseillé de faire les cassettes. Et là, je me suis trouvé un apprentissage dans une caserne pour faire un apprentissage dans le parc et jardin. Et j'ai fait plusieurs stages dans le parc et jardin et c'était un métier qui m'avait beaucoup plu, quoi. Et donc aujourd'hui, effectivement, ce parc et jardin, espace vert, vous êtes à Mérignac, je crois. Ouais, là, je n'ai pas tardé travailler à la base aérienne 106 à Mérignac. Et alors, comment est-ce que vous voyez le 2021, 2022 là, est-ce que vous vous projetez avec optimisme, volonté comment ça se passe? Là, je vais essayer de faire tout mon possible pour bien bosser avec la caserne. Et si possible, après le travail, voir avec eux pour avantager un peu plus, pour rester chez eux si possible, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, après, avec le Covid en ce moment, ça va être assez compliqué pour le travail, mais on va essayer de tenir quand même, quoi. Bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Juste un petit mot sur l'après-EPID. Puisque vous considérez votre voisin de gauche comme votre deuxième papa, ça veut dire qu'une fois que vous serez sorti de l'EPID, vous retournerez quand même le voir, du coup. Oui, de toute façon, oui. C'est pas parce que je quitte l'EPID que je ne vais pas y revenir pour leur dire bonjour. Merci beaucoup, merci d'avoir témoigné avec nous. On va, grâce à la technique, se télétransporter à Cambrai. Bonjour. Bonjour, est-ce que ça marche? Alors, est-ce que vous m'entendez? Moi, oui, mais vous avez une voix très masculine pour Alicia. Alicia arrive tout de suite. Bonsoir Alicia. Bonsoir. Alors, à l'EPID de Cambrai depuis un an, là aussi, des parcours professionnels divers. Dans un premier temps, vous avez parlé des métiers à la personne, mais évidemment, le contexte, pour des raisons qu'on peut très bien comprendre, on fait que ce n'était pas très simple d'aller travailler en EHPAD en début d'année. Oui, c'est très dur. Et du coup, qu'est-ce que vous avez fait alors? Là, j'ai fait un stage en logistique la semaine dernière. Et je pense que vous avez même un peu plus de bonnes nouvelles que ça à partager avec nous. Ouais, j'ai signé un contrat de CDDI bientôt, normalement. Pour un contrat de CDDI qui pourrait durer jusqu'à 2 ans, c'est ça? Oui. Il s'agit d'une entreprise d'insertion que nous avons visitée il y a quelques semaines, qui a bien voulu ouvrir ses portes à l'EPID pour justement faire découvrir leur métier sur la métropole lilloise. Et Madame Mariage, à cette occasion, a découvert une activité qui lui plaisait autour de la logistique et autour des métiers du contrôle qualité en textile. Et alors Alicia, peut-être un volet dont on n'a pas beaucoup encore parlé sur l'accompagnement, sur la logique de donnant-donnant au sein des EHPID. On sait que la mobilité, c'est un frein capital pour les jeunes. Quand on n'a pas son permis, on a 50% de chance en moins de trouver un emploi. Et vous êtes en train de passer votre permis. L'EHPID vous le paye, mais à condition que vous mettiez 250 € de votre poche. Et vous m'avez dit que ça ne vous choquait pas du tout.
Ah non, c'est 250 pour le... 150. 150 L'épine met 650. Le jeune, 150. Mais ça reste important pour le jeune. Et pourquoi c'est important pour vous de payer? Bah, parce que c'est important, il faut mettre quand même un peu notre poche. C'est pas tout le temps l'épide qui va payer le permis. Et donc là, vous en êtes où alors sur le code? Vous êtes infaillible Bah, ça avance. Bah, je fais du 30-35. Ah, 35, ça y est presque. je ne sais pas si vous avez entendu, mais la directrice générale vous dit que... Ça y est presque. Vous y êtes presque. L'ensemble des volontaires depuis le début ont vanté le fait qu'il y avait des journées denses, des journées remplies, des journées sportives. C'est ça que vous étiez venu chercher à l'EPID dans un premier temps? Le sport, non, pas trop, mais voilà, maintenant je fais avec. Le sport, non, pas trop, mais vous m'avez même dit que vous n'étiez pas très sportif, mais qu'en fait, il y a presque des moments où ça vous manquait de ne pas en faire, tellement vous y êtes habitué. Ouais. Ça veut dire qu'il y aura un avant, il y aura un avant et un après EPID dans votre vie alors? Je pense. Ouais. Dites-nous comment, juste en un mot, dites-nous comment est-ce que vous voyez 2021 alors? Avoir un appartement, le permis et un travail. La normalité, quoi. Un truc basique, un appart, quelqu'un dedans et un permis de conduire avec une voiture. C'est énorme. C'est énorme, hein? C'est énorme en fait. Oui. Toute la vie On a eu une vie compliquée, c'est énorme. Écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, évidemment. Je dis ça avec ironie. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner et merci à la liaison d'avoir réussi à se ressaisir. Florence, vous me disiez, c'est énorme, il vous touche énormément, vous, ces jeunes. Moi, je trouve qu'ils sont extrêmement touchants parce qu'ils ont des rêves qui sont des rêves atteignables. C'est-à-dire qu'il ne tient qu'à nous de leur permettre d'accéder à ces rêves et de les concrétiser. Ils sont très pragmatiques, on l'a vu dans l'enquête. Ils veulent apprendre, ils veulent s'adapter, ils veulent s'organiser, travailler en équipe. Et ce qu'ils veulent, c'est ils ont les mêmes rêves que tout le monde. Et ils veulent simplement être heureux. Et je crois que c'est la promesse républicaine. Ils ont le droit à ça aussi. Et il n'y a pas de raison qu'ils restent sur le bord de la route. Donc, avec l'État, et l'EPID participe au plan Un jeune, une solution dont parlait Thibaut Guilly, c'est une chance pour eux. Donc on essaye de faire connaître au mieux le dispositif et de fédérer autour du dispositif les entreprises pour que ça soit demain une réalité et qu'ils puissent venir témoigner et entraîner les autres, que les jeunes prennent confiance et qu'ils sachent que c'est possible et qu'eux aussi y ont droit, ils le valent bien. Mais entendre leur témoignage, on voit qu'ils ont cet effet d'entraînement. Ils sont contagieux dans le bon sens du terme, évidemment. Est-ce que Jérôme Nantier est avec nous par hasard? Enfin, par hasard, pas tout à fait par hasard. Ah, merveilleux. Merci beaucoup. Non, alors, vraiment pas par hasard. Merci beaucoup, sans flagornerie, de nous avoir rejoints. Donc, vous êtes le DRH de Carrefour, très très grande enseigne. Vous avez une activité relativement intense et je sais que vous avez pu jongler entre... Enfin, vous aviez une réunion qui se terminait après que nous avons commencé, mais vous teniez à être présent parce que votre groupe a signé une convention avec l'EPID en janvier 2016 et pour vous, c'est important d'être là ce soir. Oui, c'est important parce que d'abord, je trouve ça formidable dans cette période. Je trouve que tout ce qu'on entend, parce que je suis connecté depuis finalement pas loin d'une demi-heure, je trouve que tout ce qu'on entend est formidablement euphorisant et ça fait énormément de bien. Et notamment, je pense au témoignage des jeunes. Effectivement, le Carrefour et l'EPID ont signé une convention, un partenariat depuis maintenant 4 ans qui s'inscrit pour Carrefour dans une double logique. D'abord, une logique de responsabilité sociale qui, je pense d'ailleurs, sera encore plus forte dans les mois qui viennent, compte tenu des difficultés auxquelles risquent d'être confrontés les jeunes pour accéder au marché de l'emploi. Et puis aussi parce que, en fait, au-delà de tout ce que ce dispositif peut avoir de vertueux pour les jeunes qui en bénéficient, nous, ça répond à un vrai besoin parce que la grande distribution, et ce qui est vrai pour Carrefour, et pas seulement pour Carrefour, a évidemment est dans une situation très contrastée. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, on évoque souvent les restructurations qui peuvent intervenir dans telle ou telle enseigne, mais on a des métiers sur lesquels on a des besoins permanents, des besoins sur lesquels on est
en forte tension, qui sont notamment tous les métiers en magasin, ce qu'on appelle les métiers de bouche, c'est-à-dire les boulangers, les pâtissiers, les bouchers, les spécialistes, les poissonniers, les spécialistes en fruits et légumes. Et c'est des métiers sur lesquels il y a évidemment une concurrence très forte entre les enseignes parce qu'on n'en a pas suffisamment. Et nous, on a engagé, et c'est le cas notamment, c'est ce qu'on a fait avec l'EPID, et pas seulement, on est prêt à accueillir des jeunes, y compris des jeunes qui sont éloignés du marché de l'emploi, y compris des jeunes qui n'ont pas été forcément, qui n'ont pas encore tous les codes. Je rejoins ce qui a été dit précédemment. On s'intéresse plus finalement à leur qualité personnelle, à leur envie, à leur motivation, et on est prêt à les former. Nous on est prêt, en partant de rien, à leur apprendre un métier et à faire en sorte qu'ils aiment ce métier et qu'ils le fassent bien. Et c'est finalement le bon côté de ce partenariat avec l'EPID, parce que au-delà de tout ce qui peut, des actions qu'on peut faire, d'accueil en immersion, d'animation d'ateliers, de visites de magasins ou d'entrepôts, finalement l'élément le plus fort et le plus positif, c'est quand à la fin on parvient à recruter un jeune à l'issue de son parcours, et c'est ce qu'on essaye de faire autant que possible, et on arrive à en accueillir une dizaine par an dans des contrats de professionnalisation en alternance, c'est-à-dire très exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire pour se préparer à des certificats de qualification professionnelle sur ce type de métier sur lesquels on a besoin, et je pense que au sortir de cette période, alors évidemment l'année 2020 est une année un peu particulière de ce point de vue, parce que le confinement n'a pas facilité un certain nombre d'opérations, de recrutement. Enfin, tout ce qu'on fait avec l'EPID, en fait, repose quand même sur une interaction sociale et sur un contact physique. On ne peut pas visiter un magasin virtuellement, on ne peut pas faire une immersion virtuelle, on ne peut pas faire un atelier de coaching virtuel, enfin un entretien de recrutement. Tout ça, c'est très compliqué. Mais il est clair pour nous que dès qu'on va sortir de cette période, et j'espère comme tout le monde que ça viendra le plus vite possible, on restera le pays restera avec ses difficultés économiques et sociales, et on a un rôle à jouer. Et donc, on réactivera encore plus ce partenariat avec l'EPID, et pas seulement avec l'EPID, parce que je pense que l'emploi des jeunes, ça va être une très forte préoccupation pour nous à compter de l'année prochaine. Et ça veut dire, donc, on l'a bien entendu dans ce que vous disiez, on le voyait matérialiser avec votre main le fait qu'effectivement tout ne peut pas passer à distance, et que si la technique nous sauve ce soir, elle ne peut pas faire un certain nombre d'apprentissages. Les reportages se multiplient sur ce qui manque aux jeunes. En 2021, dès que c'est possible, vous remettez du tutorat en présentiel. Oui, on remettra tout en place. D'ailleurs, c'est vrai pour toutes les formes d'alternance. Ça a été une année très particulière pour nous, parce qu'à la fois, évidemment, nos magasins n'ont jamais été fermés, mais ils ont été, au contraire, dans certaines périodes, fortement mobilisés. Dans d'autres, ils le sont moins. Mais on a effectivement limité au maximum toutes les interactions physiques, et notamment toutes les interactions physiques dans le cadre d'événements extérieurs. Bon, donc ça n'a pas été une année, mais enfin, c'est mineur par rapport aux autres difficultés auxquelles le pays est confronté, mais ça n'a pas été une année facile de ce point de vue-là pour ce type d'action. Et peut-être juste un dernier mot, vous entendiez Thibaut Guilly effectivement parler du fait qu'il faut que l'ensemble des entreprises se mobilisent. Est-ce que vous trouvez qu'en ce moment, justement, vous qui êtes passé par d'autres grands groupes avant d'être chez Carrefour, vous trouvez qu'il y a une montée en puissance, une prise de conscience des entreprises françaises qu'elles doivent aussi être là sur l'emploi des jeunes, ou on peut encore faire mieux ? Je pense que, de manière générale, si on fait abstraction de la période dans laquelle on est, il y a une prise de conscience de la part de toutes les grandes entreprises de leur responsabilité sociale. Et alors, elles le font à la fois parce que elles en ont la conviction croissante, puis aussi parce que je pense qu'elles y sont assez fortement incitées par leur environnement et par que ce soit par les investisseurs, par les médias, etc. Donc tout ça fait qu'il y a cette prise de conscience. Et à l'intérieur de cette responsabilité sociale, la responsabilité à l'égard des jeunes et à l'égard des jeunes dans l'emploi est évidemment majeure. Après, ce que je crois aussi, c'est que
moi, j'ai la chance d'être le DRH d'un groupe qui a continué à fonctionner pendant toute cette année, bon an, mal an, mais on a continué à fonctionner. J'ai travaillé dans d'autres groupes, vous y avez fait référence, qui, eux, sont complètement à l'arrêt. Je pense que quand vous êtes un groupe qui est dans l'activité totalement à l'arrêt ou qui tourne à 10 ou 15% de son activité habituelle, bah, vous êtes plus dans une préoccupation défensive par rapport à vous-même que dans une préoccupation vis-à-vis de l'extérieur. Donc, je pense que la responsabilité, du coup, des groupes comme le nôtre, qui n'ont il n'y a pas de gagnants, je pense, dans cette crise, mais qui ne sont pas dans les grands perdants, est d'autant plus forte. Merci beaucoup d'être resté tard comme ça pour témoigner avec nous. Je vais demander à Karima Sylvain, la présidente de l'EPID, avant de conclure tout à l'heure, de nous donner dans un premier lieu son sentiment sur l'ensemble des choses qui s'est dites, et ensuite une panne informatique qui vient de se résoudre fait que je viens de découvrir l'ensemble des nombreuses questions que vous nous posez, donc rassurez-vous, on va les traiter. Mais Karima, un petit rapport d'étonnement, qu'est-ce que vous pensez un peu de tous les témoignages qu'on a reçus depuis le début de cette rencontre ? D'abord, moi j'ai été, comme beaucoup, très émue par les témoignages des jeunes. J'ai eu la chance depuis 2 ans, puisque je préside l'établissement depuis 2 ans, d'aller visiter quelques établissements. Quentin a mentionné l'établissement de Bourges, que j'ai eu la chance de visiter l'année dernière, par exemple. Et à chaque fois, je ressors extrêmement boostée, parce que je suis extrêmement impressionnée par la motivation, l'énergie, le potentiel de ces jeunes. Et Vincent, je reconnais bien le mot de pépite que vous avez utilisé tout à l'heure. Donc ça, c'est ma première réaction. Et une deuxième qui est qu'encore, je me rends compte que l'EPID n'est pas assez connu. Olivier de la Chevannerie disait tout à l'heure qu'il n'avait pas encore eu la chance de travailler avec nous. Et donc, je trouve qu'il y a encore du travail à faire pour faire connaître les EPID. Je suis heureuse qu'il y ait 240 personnes qui nous écoutent ce soir. Et donc, à chacune des personnes qui nous écoutent, je demande vraiment de faire connaître l'EPID autour de vous, auprès des réseaux d'insertion, auprès des entreprises, parce que ce n'est qu'en connaissant l'EPID, en allant à la rencontre de ces jeunes, qu'on se fait une idée plus précise et qu'on a vraiment envie de passer le pas. Et donc voilà, c'est vraiment ma première réaction qui est d'encourager ceux qui ne connaissent pas encore l'EPID à passer le cap et à travailler avec l'EPID et à donner une chance à ces jeunes qui ont la motivation, qui ont le potentiel. Et encore une fois, Khadija, Alicia et Quentin, merci pour vos témoignages, parce que j'ai retrouvé beaucoup des éléments vraiment impressionnants sur la motivation, sur l'énergie, sur l'envie de réussir, et vous avez donné un visage aux milliers de jeunes de l'EPID que vous représentez ce soir. Florence, du coup, comme les questions étant arrivées, je vous demandais de nous préciser un petit peu effectivement ce qui se passe, parce que on rappelait à l'instant que l'EPID n'est pas encore assez connu, donc rappelez exactement ce qui se passe au quotidien pour que du coup on puisse demander à Olivier de la Chevannerie si, à l'aune de ce que vous allez dire, il est d'accord pour recruter des volontaires. Combien de personnes est-ce que vous pouvez intégrer sur le long terme et le moyen terme en termes de diplôme, et quel est le processus de recrutement, pour commencer par le commencement, pour arriver à l'EPID ? Alors le processus, c'est ce que l'on peut proposer à tous les jeunes qui nous écouteraient ou à tous ceux à qui vous pouvez proposer la solution EPID. Nous avons un site internet sur lequel ils peuvent trouver le centre EPID qui est le plus proche de chez eux. Et il y a un numéro de téléphone, et dans chaque centre EPID, il y a une personne qui est chargée du recrutement qu'ils peuvent joindre, à qui ils peuvent poser des questions. Et il y a ensuite des processus d'admission qui sont tout à fait régulièrement organisés, même pendant cette période de confinement. Il reste des admissions qui sont organisées dans les centres. Voilà. Et ils sont invités à visiter, on leur explique pour qu'ils s'engagent en toute connaissance de cause. Ce qui est important, c'est qu'ils restent volontaires à l'insertion. Alors, il y a une autre question qui est: quel est l'accompagnement éducatif mis en place entre l'EPID et les entreprises? Existe-t-il des équipes de suivi composées d'acteurs des EPID et des entreprises? Quel est le type d'évaluation mise en place? Est-ce qu'on est sur de l'évaluation positive, de l'auto-évaluation, des notes un peu classiques? Comment ça se passe? Alors là, je crois qu'il y a une très grande autonomie ou capacité des centres à organiser les partenariats avec les entreprises. Nous avons des accords nationaux, tels que celui avec Carrefour, mais ensuite c'est une question d'hommes. Donc c'est une question avec le chargé des relations d'entreprise dans chaque EPID, et les équipes et les entreprises du territoire. Et on s'adapte à la fois aux besoins des entreprises et puis aux attentes des jeunes.
selon le bassin de territoire, j'étais lundi par exemple à Val-de-Reuil, on a un bassin économique qui est beaucoup plus sur de l'industrie, donc il va y avoir des relations plutôt avec des industries et on va bâtir nos relations avec ces industriels. Si on est un centre, j'étais ce matin à Montry, on est à côté de Disney, là où monsieur travaille désormais, et forcément on va avoir d'autres relations parce que là c'est des métiers de service. Et donc on va adapter à chaque fois nos relations au secteur d'activité. Mais il y a un jeune le jeune est suivi systématiquement quand il est en stage. Il y a forcément des interlocuteurs qui se font et il y a tout un processus pour que tout cela se passe au mieux et que ça finisse, si possible, par une embauche. Et est-ce que vous avez un centre, vous avez 19 centres en France et que vous êtes présent un peu partout, vous en avez forcément un qui n'est pas très loin de chez Olivier la Chevannerie, dans l'Ouest, vous avez ça, non? Alors dans l'Ouest, il y en a un sur la Bretagne qui est à Lanrodec, donc à côté de Guingamp. Olivier? C'est bien, c'est cet Ouest-là. Olivier de la Chevannerie, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours là, bien sûr. Est-ce qu'une visite à Guingamp est de l'ordre du possible? Ah bah, très volontiers. Sans problème, je m'engage à rentrer en relation avec le site de l'EPID de Guingamp et puis on va essayer de voir si nous on a une agence à Rennes et une agence à Vannes et donc oui, on a tout à fait la possibilité d'accueillir 1, 2, 3 jeunes avec plaisir. Ça sera volontiers. Et je sais que vous avez une école de formation interne, mais que vous n'avez pas voulu passer sous les fourches codines de l'éducation nationale et ses normalisations parce que vous trouviez ça un peu compliqué. Du coup, la démarche qui est proposée par l'EPID de discuter entre le centre d'apprentissage et l'entreprise sur les besoins fondamentaux à maîtriser, c'est quelque chose qui est complètement en adéquation avec ce que vous portez, non? C'est idéal. C'est idéal. En fait, notre école interne, elle est pour former les gens à nos spécificités, aux spécificités de l'entreprise. Mais les CFA et autres, eux, vont donner les bases du métier, en fait. Donc, l'un va avec l'autre, ils sont complémentaires. Donc, au contraire, de ce que j'ai entendu, si vous voulez, je connaissais un petit peu l'EPID, mais j'en ai jamais travaillé ensemble. Ce que j'ai entendu, c'est que finalement, j'ai l'impression que l'EPID prépare les jeunes au recrutement. Voilà. C'est-à-dire qu'il les met en condition de pouvoir être recrutés. Voilà. Et bien nous, après, derrière, on est prêts. Et bien si ces jeunes-là sont prêts à être recrutés, bien nous, on est prêts à les recruter et à les former. Voilà. Après, on passera par de l'apprentissage, par de l'alternance, voilà. Mais c'est vraiment l'idée et c'est ce que j'ai compris ce soir, c'est que voilà, vous faites en sorte que le jeune il soit prêt à être recruté, qu'il soit volontaire, qu'il soit motivé. Mais nous, c'est ce qu'on recherche. Hein. Donc, on devrait très facilement travailler ensemble. Je vais demander aux jeunes ce qu'ils en pensent et on va évidemment écouter le discours d'Ibrahim qu'on n'a pas encore entendu. Juste, Jérôme, vous êtes d'accord? Jérôme Dantis, vous êtes toujours avec nous sur cette adéquation entre les besoins en formation des entreprises et ce que peut proposer l'EPID. Vous trouvez que c'est plus efficace que ce que vous pouvez avoir avec d'autres acteurs d'accompagnement vers l'emploi? C'est pas évident de vous répondre. Ça marche bien parce que c'est plus complet et que l'accompagnement est plus structuré. Enfin, en gros, l'accompagnement, ça va au-delà de la seule mise en relation. Et donc, la force de l'EPID, c'est tout ce que l'EPID fait elle-même en termes d'accompagnement des jeunes. Et c'est ça qui permet, je pense, une adéquation meilleure et plus facile par rapport à d'autres acteurs qui sont plus dans le sourcing et dans la mise en relation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est très clair et c'est limpide. Merci de ce témoignage. Il y a une question sur les savoirs de base, français, maths, maîtrise du numérique. Kadidia, toi qui du coup te sentais moyennement en confiance avec l'école, le fait de revenir sur ces matières scolaires, ça s'est passé comment et qu'est-ce que tu as appris particulièrement? Ça s'est super bien passé. Après, j'ai appris... on a appris le français, les maths, etc. J'avais plus de problèmes avec les maths. Moi, c'était vraiment les maths qui étaient vraiment compliquées pour moi. J'avais pas eu mon brevet et ils m'ont fait passer l'équivalent du brevet. Donc je l'ai eu, mais super facilement, bizarrement, alors que j'étais pas du tout confiante au début, parce que je me suis dit que ça allait pas du tout passer. Donc ça veut dire que les instructeurs de l'EPID te mettaient dans un climat de sérénité que tu ne retrouvais pas nécessairement dans le collège où tu étais, en fait. C'est un peu ça. Exactement. La professeure de maths était vraiment... elle m'a poussée,
Elle m'a aidée, c'était vraiment très individuel, bizarrement. Pourtant, c'est une classe, hein, mais elle m'a vraiment poussée à aller jusqu'au bout des choses et au final, j'ai réussi à l'avoir grâce à elle. Non, non, grâce à toi, mais merci beaucoup. Alors, il y a une personne qu'on n'a pas encore entendue depuis le début, c'est Ibrahim. On t'a vu beaucoup sourire au propos de Thibaut Guilluy, ça avait l'air tu avais l'air d'être d'accord avec le haut-commissaire. Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose dont on ne va pas se rendre compte en t'entendant parler, mais tu es arrivé en France en août 2016. Tout à fait. Sans parler un mot de français. Zéro. Zéro. Tout à fait. Moi, je suis arrivé en France 2016. Quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas du tout français. J'avais un niveau 0, je ne parlais pas. Et après, j'ai trouvé en formation. En formation de 7 heures. Après, j'ai dit que j'ai besoin de plus. Et après, je suis parti voir le monsieur local. Et le monsieur local, il m'a parlé de l'épide. À Montry. Oui, tout à fait. Ils m'ont parlé de l'épide. J'ai dit, ok, c'est quoi l'épide? Ils ne savaient pas c'est quoi l'épide. Bon, ok, et on a regardé sur les sites et il y avait un journée découvert pour aller visiter l'épide. Je suis parti ce jour-là visiter l'épide. Et j'ai découvert à l'épide comme ça, ils sont normaux, ils sont bien cadrés. On est avec les uniformes, il n'y a pas de différence entre les personnes, les cadres, entre les volontaires. Et le lendemain, c'était l'inscription de l'épide. Bon, je suis parti à voir ma conseillère. J'ai dit que je suis prête à aller à l'épide. Il m'a dit que vous êtes prête, j'ai dit oui. Et après, je suis rentré à l'épide. Voilà, du jour au lendemain. Tout à fait. Et là, l'épide, donc, vous avez fait les savoirs de base à commencer par le français. Tout à fait. On vous a proposé une première orientation vers des métiers manuels, BTP. Ça ne vous a pas trop plu? Oui, tout à fait. Et le premier projet que j'avais, c'était la plomberie. C'était ma première passion. Et le deuxième, parce qu'on a trois projets. Et si l'autre, ça ne nous plaît pas, on peut aller rejoindre l'autre projet. Et j'ai pris la deuxième option. La première option, c'était pas fonctionné. J'ai dit pourquoi pas aller prendre la deuxième option, qui c'était l'hôtellerie. Donc vous êtes donc dans un hôtel à Magny, près de Euro Disney. Tout à fait. On peut évidemment comprendre que du coup 2020 pour vous c'est une année un peu compliquée, c'est un peu stressant. C'est dommage parce que ça arrête une trajectoire personnelle. Vous avez été reconnu employé du mois et même employé du trimestre. Et donc sans le Covid, vous seriez employé de l'année en fait. C'est ça, tout à fait, c'est ça. Je suis heureux de travailler dans l'hôtellerie. Déjà, c'est grâce à l'épide qu'ils m'ont poussé. Au début, c'était très, très compliqué pour moi. C'était, par rapport à la gens qui n'arrivent pas à prononcer un mot français, il y avait des difficultés. Mais à l'épide, ils m'ont ouvert une porte. Ils m'ont dit, la porte était ouverte pour vous, si vous êtes prêts pour aller, pour trouver un travail ou pour avancer la vie. Et ce qui est étonnant, enfin, ça se voit dans votre personnalité, mais c'est que vous êtes réactif, on a vu, vous rentrez à l'épide du jour au lendemain, et puis vous êtes aussi adaptable, vous êtes d'accord pour être un peu polyvalent, et au sein de votre hôtel, en fait, c'est ça que vous faites aujourd'hui, vous êtes polyvalent. Tout à fait, je suis équipé polyvalent, je m'occupe des besoins de les clients, leurs demandes de les clients, et s'il y a un souci, si je devais intervenir, avoir le client pour être satisfait, qu'il soit satisfait. Et je suis prêt à le rejoindre, prêt à faire le service pour le client. C'est très important pour nous. Pour nous, le client est le roi. C'est roi, il est roi. Et vous adorez votre boulot, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous êtes très malheureux d'être au chômage obligé. Alors, en même temps, ça va rouvrir. Hein, ça va rouvrir au Disney. Dites-nous juste comment est-ce que vous vous sentez 2011, là. 2021, pardon. 2011 peut vous faire un petit cours d'histoire, mais 2021, vous le voyez comment? 2021, je vois que c'est
le truc sanitaire que dès qu'il finit, on peut avancer, on peut avoir beaucoup de choses dans la vie. Franchement, j'ai pas eu aucun regret par rapport les années passant, les 2 des années passant avant le confinement. J'ai très bien avancé par rapport au travail et franchement, je vois que 2021, on peut réussir et on peut continuer par rapport les années suivantes. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Vous êtes beaucoup plus optimiste que les gens qui s'expriment dans le poste tous les matins. Donc, ça fait du bien de vous avoir tous les deux avec nous. On arrive vers la fin de cette rencontre. Peut-être avant de donner le mot de la fin à Madame la Présidente, à Karima, j'avais juste des petites questions qui sont encore arrivées sur le fil. Quelle est la pédagogie mise en place au niveau des apprentissages? Parce qu'effectivement, il y a une hétérogénéité des parcours des jeunes. Il ne leur manque pas nécessairement la même chose. Les carences n'ont pas été les mêmes. On fait comment? Je vous entendais rebondir sur le personnage de Khadidia en disant, le témoignage de Khadidia en disant individualiser. Ah oui, c'est ce qui m'a vraiment marqué en arrivant à l'EPID et quand on participe à des séances de travail. On appelle ça des groupes de besoins. C'est un mot un peu compliqué, mais ça dit simplement qu'on prend en compte le besoin de la personne. Donc là où elle est et ce dont elle va avoir besoin. Ça veut dire que les mathématiques avec lesquelles vous devez être moins fâché qu'il ne paraît, ça ne va pas être la même chose selon qu'on veut devenir carreleur, par exemple. On va regarder sur calculer ce qu'il faut pour avoir le nombre de carreaux, ou si on veut devenir peintre et que c'est une question de dilution, tout simplement. Et donc, on va regarder, donner envie et donner du sens au travail, en disant, vous n'allez pas apprendre des choses qui ne vous servent à rien, mais là où vous êtes, pour aller là où vous avez envie, alors il faut ce point-là. Et c'est assez impressionnant quand on est dans une salle de l'Épine, de voir qu'il y a plusieurs jeunes avec un formateur et que chacun a un exercice qui est différent. Ils sont tous en train de travailler les mathématiques, mais chacun a un exercice qui est différent. C'est un peu l'école dont on aurait tous rêvé. Et c'est ce qui réconcilie en fait avec l'école, et ça permet en fait à chacun de découvrir qu'il est bon. C'est juste l'école qu'on lui a proposée avec laquelle il était fâché. Je suis un peu vieux pour retourner à l'EPID, qu'il faut avoir de 18 à 25 ans, mais ça m'aurait bien aidé puisque j'ai ce point commun avec Khadidia d'avoir décroché avec les maths un peu avant mes 12 ans. Je le disais en introduction, ce soir on n'est pas dans les promesses, on est dans la mise en œuvre concrète de ce qui se passe. Donc il y a la question vérification, débunkage. Quel est le taux d'insertion des jeunes qui passent par les centres EPID? Est-ce que ce soir on a raconté des belles histoires ou est-ce qu'on a donné à voir quelque chose qui est conforme à la réalité? Alors c'est conforme à la réalité au sens où tous ceux qui vont au bout, ils ont un emploi ou une formation qualifiante. La difficulté, c'est que ce sont des jeunes qui sont dans une situation difficile. Je vous disais, un certain nombre sont dans la précarité. Quand vous dormez un jour chez l'un, un jour chez l'autre, et la troisième fois éventuellement dans une voiture, des fois vous n'arrivez pas à aller au bout. Et donc, vous sortez ce que l'on appelle de façon anticipée. Le parcours est aussi dur et exigeant. Il faut se lever à 6 h du matin, il faut accepter la vie collective. Vous le disiez, il n'y a pas un moment libre dans l'emploi du temps, beaucoup de sport, des valeurs de l'effort, du travail, du collectif. Pour certains, c'est aussi difficile et ils décrochent. Certains reviendront. Voilà. Ceux qui restent, c'est plus de 60%. Et ceux-là, ils auront tous une solution. Pour ceux qui décrochent en cours de route, plus de la moitié acquièrent au moins une certification pendant leur passage à l'EPID, ce qui n'est pas rien puisque à l'entrée, ils n'avaient aucun diplôme. Voilà. Ils ont fait un bout de chemin, ils ne sont pas arrivés au bout de ce chemin, mais à chaque fois, ils ont progressé et ça, c'est important. Karima, Madame la Présidente, je sais évidemment que vous êtes avec nous. On arrive presque au bout de cette riche soirée. Vous avez entendu beaucoup de témoignages. Qu'est-ce que vous retenez? Quel message vous voulez nous livrer sur cette génération volontaire que vous accompagnez en tant que présidente? Le premier message, c'est vraiment le message de la confiance et du potentiel. Moi, encore une fois, je pense que les témoignages de ce soir m'ont vraiment conforté dans cette idée-là.
croyez en vous, n'ayez pas peur. Et je pense que la confiance que vous nous avez démontrée ce soir, c'est votre arme la plus forte face au marché du travail et aussi tout le travail que vous faites les uns et les autres pour y arriver. Donc ça, c'est vraiment mon premier message. Mon deuxième, c'est aussi remercier les agents de l'EPID, parce que je pense qu'au travers des témoignages de ce soir, ce qu'on a vu, c'est le travail formidable que vous faites au quotidien. Quand j'ai entendu Quentin, quand j'ai entendu Ibrahim ou Khadija, ce que j'ai vu derrière, c'est l'ensemble des personnes de l'EPID qui au quotidien vous ont accompagné pour travailler sur votre projet, pour croire en vous, parce qu'avant tout, il faut croire en vous. Et donc, voilà. Donc, je voudrais aussi vraiment remercier ces agents de l'EPID qui parfois sont un peu dans l'ombre parce qu'on ne parle pas assez. Et donc, vous remercier encore une fois d'aider un jeune et d'aider plusieurs jeunes et d'aider des personnes à grandir et à prendre leur place dans l'entreprise et dans la société. Donc, c'est vraiment mes deux messages forts. Et je pense que nous, entreprises, ça nous oblige. Jérôme Nanty parlait de responsabilité sociale, mais je pense que vraiment, au-delà de ça, nous vivons la crise que nous vivons. Moi, j'ai été très émue par l'optimisme qui se dégage de notre débat et je le ressens personnellement. Et je pense qu'effectivement, nous, entreprises, nous avons notre rôle et nous devons sans doute faire mieux et faire plus. Et donc, encore une fois, j'engage chacun qui nous regarde. Et Florence, et avec Florence, nous sommes très déterminés pour aller par la porte, par la fenêtre, faire preuve d'autant de motivation et de détermination que les jeunes pour augmenter les partenariats entreprises, mais très déterminés à ce qu'on puisse donner à chaque jeune une solution et aider chaque jeune à trouver sa place et la place qu'il souhaite, poursuivre le rêve qu'il souhaite, parce que c'est aussi ce que je retiens de ce débat qui est le pouvoir un peu du rêve et du projet professionnel que chacun d'entre vous a eu. Donc voilà, merci encore Vincent, parce que vous-même vous avez fait un voyage de découverte et merci du brio avec lequel vous avez animé cette soirée. Je rougis. Merci à vous. Je crois que c'est le mot que j'aurais le plus dit ce soir, mais c'est vrai que j'ai envie de dire merci à tout le monde. On dit souvent que l'altruisme c'est un peu contagieux. Merci Ibrahim, merci Khadija, merci Alicia et Quentin qui êtes à distance, ainsi que Jérôme et Olivier. Mais évidemment, comme ce soir c'est la rencontre de l'EPID, je ne peux pas m'arroger le mot de la fin et donc je vous le laisse, Florence. Bon, écoutez, remercier tous les volontaires qui ont accepté de prendre la parole et de nous livrer à la fois leurs craintes et leurs espoirs. Merci à toutes les équipes qui les ont accompagnés et qui ont organisé cette journée. Moi, je dirais que c'est 92% de jeunes qui font confiance à l'EPID pour les aider. Ça nous oblige. Ils sont le moteur de notre énergie. Et vu l'énergie qu'ils ont, bah, écoutez, ça va nous mener très loin. Et avec Karima, comme elle le disait, notre enjeu, c'est vraiment aujourd'hui de fédérer encore davantage les entreprises, faire mieux connaître l'EPID pour faire en sorte qu'il y ait encore davantage de jeunes qui puissent bénéficier du dispositif et être insérés dans l'emploi. Et merci pour l'énergie que vous nous donnez. C'est beaucoup d'espoir pour notre société. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous qui nous avaient suivis. N'hésitez pas à partir de, j'imagine, demain ou dans quelques jours, on va quand même ne pas harceler la technique. La vidéo de replay sera disponible en ligne et donc n'hésitez pas parce que vous avez vu que la seule chose qui manque, puisque l'EPID fonctionne, il faut encore plus le faire savoir. Donc n'hésitez pas à diffuser largement la vidéo de la conférence de ce soir sur les réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous, infusez. N'hésitez pas à être extrêmement contagieux avec l'EPID, on ne craint rien. Merci à tous, bonne soirée. Merci.